Bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième tutoriel sur le chapitre des forces en physique de 5e secondaire. Aujourd'hui, nous allons considérer comment est-ce que c'est possible de représenter, de calculer l'effet de plusieurs forces en même temps sur un même objet. On va voir comment est-ce que c'est possible d'analyser tout ça. Évidemment, pour y arriver, on va avoir besoin d'outils, c'est mathématiques, et ces outils-là, vous l'aurez deviné, ce seront les vecteurs. Puisque, d'une part, c'est important de se rappeler que dans le cas des forces, la force, ça possède une grandeur, ça possède une norme et une orientation, c'est un vecteur. Donc, toutes les forces que nous allons représenter, seront représentées sous forme de vecteurs. Donc, ce sera possible, comme je le disais, de définir une norme, une orientation. Ce sera également possible ultimement, de calculer les composantes de cette force-là. Je vous rappelle les composantes, c'est la décomposition de force en deux parties, une partie horizontale et une partie verticale. De toute façon, on va le pratiquer ça dans les prochaines minutes. Et évidemment, si c'est un sujet mathématique que vous ne maîtrisez pas encore parfaitement, n'hésitez pas de retourner vers les outils mathématiques là, que vous avez vus, l'addition de vecteurs, la décomposition en composantes, la norme, l'orientation et tout ça. Donc une force, c'est un vecteur. Et il y a deux concepts que l'on veut tout de suite établir pour ce qui suit lorsqu'on va regarder euh, l'effet de plusieurs forces sur un même vecteur, un même objet, pardon. Donc, lorsque on va avoir plusieurs forces qui agissent sur un même objet, la première chose qu'on va tenter d'essayer de déterminer, c'est quel est le résultat de toutes ces forces qui agissent sur l'objet. Donc, on appelle ce résultat-là la force résultante. Et cette force résultante, c'est la somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur un objet. Et on va tenter de voir dans l'aide de deux exemples dans les minutes qui suivent comment est-ce qu'il est possible de calculer ça. Une autre force un autre concept relié aux forces qu'on va définir à l'instant, c'est ce qu'on appelle la force équilibrante. La force équilibrante, c'est la force qui est contraire à la force résultante et, comme son nom le dit, qui équilibre un système de forces. C'est elle, dans le fond, qui vient annuler toutes les autres forces qui sont présentes dans le système. Donc, autrement dit, si je veux faire en sorte que le système, toutes les forces s'annulent, s'équilibrent ensemble, je dois appliquer une force. Cette force-là s'appelle la force équilibrante. Bon, dit comme ça, ces deux concepts-là, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. Je pense qu'un petit schéma va nous aider à bien visualiser la situation, bien comprendre un peu ce qui suit. Donc, je vous invite à prendre en note les définitions qu'on vient tout juste de voir, et également le schéma qui suit. Donc, le schéma qui suit, je vous montre ici une image. Bon, c'est peut-être pas tout à fait clair, là, qu'est-ce que je veux représenter, mais imaginons ici qu'on a un bateau vu de haut. Je sais que l'image, là, ne montre pas tout à fait la bonne perspective, on est un peu en vue de plongée, mais on va imaginer pour les fins de notre exemple que ce bateau-là est vu de haut. Ça nous aide simplement, l'image nous aide simplement à voir que c'est bel et bien un bateau. Donc, imaginons qu'il y a certaines forces qui agissent sur ce bateau. Ou plutôt, considérons quelles seraient les forces qui pourraient agir sur ce bateau. Bien évidemment, le bateau va avancer, donc il y a il y a les moteurs du bateau qui propulsent le bateau vers l'avant. Donc, on pourrait déjà, sur ce petit bateau-là, indiquer qu'il y a une première force, la force du bateau, la force du moteur, qui propulse le bateau vers l'avant. Donc, c'est la force, justement, générée par les moteurs. Évidemment, sous l'effet des différents éléments, il pourrait y avoir, entre autres, du vent qui affecte donc le mouvement du bateau. Encore une fois, peut-être que la perspective trahit ici un peu. Le vent ici, je ne veux pas le représenter comme vers le bas, mais plutôt selon le sens du bateau, qui est vers, si vous voulez, la droite. Mais la flèche vers le bas, ça voudrait dire un vent de travers, un vent perpendiculaire au sens du mouvement du bateau, donc un vent qui part de bâbord pour aller vers tribord, là, si on parle en termes de bateau.
donc vers la droite du bateau, donc qui pousse le bateau à dévier de son mouvement vers l'avant. Et donc, il y aura un effet là, à faire dévier le mouvement du bateau. Également, il pourrait y avoir des courants dans le plan d'eau qui est ici. Imaginons que c'est une rivière. Et notamment dans l'exemple qui nous intéresse, imaginons que nous naviguons à contre-courant. Donc, le bateau remonte le cours d'une rivière ici, et donc le courant est en direction inverse du sens du bateau. Autrement dit, si le bateau éteignait ses moteurs, celui-ci dériverait vers l'arrière là, vers l'arrière, il dériverait là, dans le sens du courant vers l'arrière de celui-ci. Voilà. Donc, maintenant, si j'essayais de comprendre quelle serait la combinaison de ces trois forces qui agissent sur le bateau, ben, comment je pourrais imaginer cette combinaison-là? Une autre question que je pourrais poser, qui serait équivalente à la première, ce serait de dire dans quelle direction se dirige un bateau qui est soumis à ces trois forces-là. Pour répondre à ça, j'ai besoin d'additionner donc l'effet des trois forces. Rappelons-nous comment on additionne des forces en mathématiques, comment on additionne des forces en termes de vecteurs en physique. Ben, pour additionner des forces de manière graphique, on doit illustrer chacun des vecteurs un à la suite de l'autre. Ce que je vais faire ici, je vais faire apparaître le vecteur de la force du vent à l'extrémité de la première flèche qui représentait, elle, la force générée par les moteurs du bateau. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une nouvelle force, c'est simplement donc la force du vent que j'ai déplacée ici à l'extrémité de la première flèche. Donc ces deux forces-là sont égales. C'est pas une nouvelle force, c'est la même force que j'ai représentée deux fois. Et on va continuer ce principe-là pour la prochaine force, c'est-à-dire celle du courant, que je vais venir placer à l'extrémité, donc de la force du vent que j'ai déplacée déjà une première fois. Donc, c'est parti. Je viens de la représenter ici. Je vais effacer ma flèche. Voilà. Et donc, je viens de représenter la combinaison successive de ces trois forces-là. Donc, la force du bateau qui propulse celui-ci vers l'avant, la force du vent, je peux peut-être l'écrire ici, qui fait dévier le sens du bateau, et la force du courant qui fait en sorte que le bateau donc, ne va pas à pleine vitesse vers l'avant. Maintenant, quel est le résultat de la combinaison de ces forces-là? J'ai une force qui agit vers l'avant, une force vers la droite, une force vers l'arrière. Donc, si je pars de ma première force ici, de l'extrémité de départ de ma première force, et je vais jusqu'à la fin de la dernière force que j'ai placée bout à bout, de l'extrémité de ma dernière flèche, eh bien, j'obtiens ce qu'on appelle la force résultante, c'est-à-dire la force qui remplacerait la combinaison des trois premières. Si j'avais à représenter à l'aide d'une seule force la combinaison des forces du bateau, du vent et du courant, ce serait la force résultante qui montrerait donc quelle est cette combinaison des trois forces. Donc, voilà peut-être une meilleure illustration de la force résultante. Maintenant, qu'est-ce que la force équilibrante? Donc, c'est la force qui vient annuler l'effet des trois premières. Dans la situation du bateau ici, une analogie qui est imparfaite, je le conviens, pour nous aider à bien comprendre ça, ce serait de dire, imaginons qu'on voulait jeter l'ancre ici. Bon, évidemment, ce serait ce ne serait pas tout à fait optimal de jeter l'ancre quand le bateau est en mouvement, bref. Mais imaginons qu'on voulait jeter l'ancre et faire en sorte que le bateau s'immobilise instantanément. Donc, dans quelle direction et quelle force serait nécessaire dans la chaîne ou dans le câble qui tient l'ancre pour immobiliser, stopper le bateau complètement? Bien, ça nous prendrait une force qui est opposée, donc qui est de même grandeur, mais opposée en termes de sens, en termes de direction, d'orientation, à la force résultante. Et donc, cette force-là, si je la représentais ici, elle serait opposée à 180 degrés d'écart par rapport à la force résultante.
et elles seraient de même grandeur. Donc, si ici on pouvait faire un calcul, ici en termes de newton, ce n'est pas l'objectif de cet exemple, c'est un objectif simplement qualitatif, donc pour nommer les différentes forces. Mais si par exemple j'obtenais une force résultante, là, par exemple de 5000 newtons, pardon ici, donc 5000 newtons pour la force résultante, ben ma force équilibrante aurait également 5000 newtons. Donc ce serait des forces, bien sûr, qui sont équivalentes, mais opposées. Donc, ces deux principes-là, ces deux forces-là sont extrêmement essentielles là, dans ce qui va suivre, dans tous les calculs d'addition de force. On va toujours ou très régulièrement chercher à calculer donc la force résultante et la force équilibrante. Donc, cet exemple ici, je le répète, est un exemple exclusivement qualitatif. Ça ne nous donne pas la pleine mesure des calculs que l'on doit faire pour nous permettre donc de trouver la valeur de ces forces-là et trouver les orientations et puis tout ça. Donc, allons-y de deux exemples tirés du cahier d'exercice pour nous permettre d'arriver à trouver donc les valeurs numériques, les valeurs quantitatives en lien avec ces exemples. Donc, premier exemple ici, dans votre cahier d'exercice, tiré de la page 121. Donc, on nous raconte ici l'histoire de trois amis qui convoitent un même jouet. Dans le schéma qui est illustré, le jouet se trouverait à l'origine. Alors, imaginons ici quelconque jouet, une poupée, un ourson, peu importe, là, ici qui est au centre, à l'origine. Et donc, à partir de cet objet-là, donc les trois amis tirent chacun dans un sens donné pour essayer d'avoir le jouet. Donc, on a une première personne ici qui tire donc avec une force de 30 newtons à une orientation de 135 degrés. Je vous rappelle que les orientations sont toujours mesurées par rapport à l'axe des x positifs. Donc, voici l'axe des x, voici l'axe des y. Donc, 135 degrés, c'est cet angle-là ici. Et il y a une autre personne qui tire avec une force de 40 newtons à 255 degrés. Donc, selon le même principe, si je pars de l'axe des x positifs et que je me rends à 255 degrés jusqu'ici, donc j'obtiens la force, donc la deuxième force, 40 newtons à 255 degrés. Donc, l'idée ici est de découvrir la force avec laquelle une troisième personne tire sur le jouet, de sorte que, et la phrase clé ici, ou l'extrait clé, c'est que le jouet reste immobile au sol. Si je reformule cette proposition, ce que ça veut dire, c'est que l'objet, donc, est immobile et donc les trois forces qui agissent sur l'objet s'annulent. Donc, comment faire pour trouver la valeur de cette ultime force? Ben, la première chose, et c'est généralement ce que l'on voudra faire dans des problèmes où nous avons plusieurs forces qui agissent sur un même objet, c'est d'abord de calculer le total des forces que l'on connaît. Donc ici, on en connaît 2 de 3. Donc, commençons par calculer le total des forces. Et qui dit total dit addition de force. Qui dit addition de force, bien, on doit d'abord calculer les composantes de chacun des deux vecteurs et ensuite les additionner pour trouver les composantes de la force qu'on appelle résultante, la force totale. Donc, les composantes, je vous rappelle que ce sont les vecteurs qui donneront un vecteur équivalent donc aux deux forces illustrées et qui sont perpendiculaires et parallèles aux axes X et Y. Donc, dans le cas de la force F1, on a la composante horizontale ici que j'ai nommée F1X et la composante verticale F1Y. Et je vous rappelle que cela forme un triangle rectangle. Donc, ce sont les deux cathètes d'un triangle rectangle ici. Donc, ça forme un angle droit. Notre objectif dans les prochaines minutes, ça va être de trouver la valeur de ces deux côtés-là. Même principe pour la force F2. Donc, F2 comme ça, F2 en X, F2 en Y, et on obtient les deux cathètes. Comment calculer la valeur des deux cathètes, que ce soit pour la force 1 ou la force 2? Il y a un principe très, très simple que je vais symboliser ici par une équation qui n'est peut-être pas parfaite
en termes là, de formalisme mathématique. Donc, pour trouver la cathète x, ce qu'on veut faire systématiquement, c'est de multiplier la norme du vecteur par le cosinus de l'orientation. L'orientation, je vais donc la représenter ici avec le symbole θ, la lettre grecque θ. Pour le y, c'est le même principe, mais avec donc sinus fois sinus θ. Et donc, ce que je vais faire, c'est pour la force F1 et la force F2, donc calculer ces choses-là. Donc, pour F1, en X, la norme, c'est de 30 newtons fois le cosinus de 135 degrés. Et pour en Y, donc F1, c'est 30 newtons, pardon, fois sinus de 135 degrés. Même principe pour la deuxième force F2 en X, 40 newtons fois cosinus 255 degrés. Et même chose en Y, F2 en Y, 40 fois sinus 255. Et donc, on peut calculer la valeur de ces composantes-là avec les calculs suivants. Ce que j'aime bien faire, une fois qu'on calcule ces valeurs-là, c'est que j'aime bien les placer d'une certaine manière pour ensuite faire l'addition. Donc, ce que je fais, c'est que j'indique ici les deux forces, et je vais indiquer, on peut l'indiquer en parenthèse ou pas, là, mais donc, force 1, force 2, je vais indiquer donc la valeur des composantes entre parenthèses, une au-dessus de l'autre. Donc là, ici, j'ai deux forces, donc je placerai les deux forces une au-dessus de l'autre. Si j'avais 3 ou 4 ou 5 ou 6 forces, je les placerais une au-dessus de l'autre, donc pour que les X soient alignés en colonne et que les Y soient alignés en colonne. Donc, si vous faites les calculs à la maison, vous devriez obtenir ici, pour la force 1, la composante horizontale serait d'environ, je vais arrondir à deux chiffres après la virgule, donc ce serait moins 21,21 newtons. Et je vais mettre une virgule bien espacée pour qu'on distingue là, des virgules qui séparent les nombres décimaux. 21,21 positif. Donc, ces deux résultats-là sont satisfaisants parce que d'une part, en X, j'ai la composante X qui se dirige vers la gauche. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec le fait que c'est vers la gauche. Je le vois très bien dans mon schéma. Même chose pour la composante Y qui est vers le haut, positive. S'il y en a qui s'interrogent pourquoi est-ce que les deux ont la même valeur au-delà du signe, ben, c'est qu'ici, 135 degrés, ça nous donne un angle de 45 par rapport à l'axe des X ici. Donc, ce qui veut dire que le triangle qui forme là, les deux composantes du vecteur F1, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc, un triangle rectangle isocèle avec deux angles de 45 à l'intérieur, ça veut dire que les deux composantes ont la même valeur. Même principe pour F2. Donc, si on calcule la valeur, donc avec le calcul que j'ai indiqué plus haut, ça devrait nous donner moins 10,35 environ, deux chiffres après la virgule arrondie. Et en Y, donc moins 38,64 si j'arrondis correctement, deux chiffres après la virgule. Et donc, avec ces deux composantes-là, je suis prêt à faire l'addition pour obtenir les composantes du vecteur résultant. Ce vecteur résultant, ça représente la combinaison des forces des deux premières personnes qui tirent. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Donc, pour le trouver, très simple, on va additionner les composantes en X et en Y. Donc, j'additionne les X ensemble, j'additionne les Y ensemble, et ça nous donne les composantes du vecteur final. Donc, si vous faites ça, encore une fois, correctement, vous devriez obtenir ici, au niveau de la composante en X, donc moins 31,57, arrondi. Certains peut-être douteront de ma capacité de calculer ici, là, parce que si vous voyez le 1 et le 5, vous dites « Oh, c'est pas un 7 », c'est que j'ai en ce moment devant moi les résultats là, qui ne sont pas arrondis. Donc, si on indique des résultats arrondis juste pour la forme, mais qu'on garde vraiment toutes les décimales dans notre calcul, le résultat que vous devriez obtenir ici, c'est bel et bien moins 31,57. Arrondi, bien sûr, également. Et la même chose de l'autre côté, vous devriez obtenir donc moins 17,42.
encore une fois, c'est un résultat qui est assez satisfaisant. Au-delà qu'on sait qu'on n'a pas trop fait d'erreur dans notre calcul, parce qu'on peut représenter, dans le fond, cette force totale, la combinaison des forces 1 et force 2. On voit que la force 1 en X et la force 2 en X, les deux sont vers la gauche. Donc, les deux vont avoir un effet cumulatif vers la gauche qui pourrait être représenté comme ceci, une force totale en X, donc vers la gauche, que j'ai représenté avec la flèche bleue. On voit que la force 1 en Y est vers le haut, la force 2 en Y est vers le bas, mais on voit que la force 2 est plus grande, la composante est plus grande que la force 1 en Y. Donc, l'effet vers le bas va être dominant par rapport à l'effet vers le haut. Donc, si on additionne les deux, on va obtenir une force totale en Y vers le bas. Et ça va nous donner une force totale, la combinaison de force 1 et force 2, qui ressemble à ça. Et à partir de ce temps-là, je peux maintenant faire disparaître mes forces ici, 1 et 2, et la combinaison, du moins les composantes des forces 1 et 2, la combinaison de la force 1 et de la force 2 est représentée par la force totale que j'ai ici. Petite précision, certains pourraient me dire, mais pourquoi si vous dites force résultante, vous indiquez force totale? C'est pour ne pas se mélanger. Si j'indiquais par exemple force résultante avec un acronyme ou une abréviation, j'indiquerais force res ou résultante. Ça pourrait être mélangeant avec une force du ressort, qui aurait les mêmes 3 premières lettres comme abréviation. Donc, je préfère pour force résultante d'utiliser force totale comme synonyme. Donc, maintenant que nous avons ces informations-là, l'idée ici est de trouver donc la grandeur et l'orientation de la force que la troisième personne va appliquer. Ce n'est pas ce qu'on vient de trouver ici. Nous, on vient de trouver le résultat des deux premières. Donc, quel serait le résultat de la troisième? Bien, la troisième, on l'a dit tantôt, vient annuler l'effet des deux premières. Et c'est ça qui est merveilleux quand on travaille de la sorte avec les composantes au niveau de la force résultante. C'est très facile de déterminer ensuite quelle est la force équilibrante. La force équilibrante, c'est le contraire de la force résultante. Donc, si j'ai des composantes de moins 31,57 en X et de moins 17,42 en Y, bien, la force équilibrante va être exactement le contraire, c'est-à-dire plus 31,57 en X et évidemment plus 17,42 en Y. Et donc, c'est la force opposée à la force totale, à la force résultante de cette force équilibrante. Donc, cette troisième force que l'on cherche, c'est la force équilibrante ici, c'est la force que Jean-Philippe appliquerait sur l'objet pour venir annuler l'effet des deux premiers amis, Pierre-Luc et Stéphanie, qui se battent, qui convoitent tous le même jour. Bon, si c'était que ça, ce serait pas si mal, mais il nous reste quand même une étape parce que ce qu'on nous demande précisément, c'est la grandeur et l'orientation. Et ce n'est pas ce qu'on obtient ici. Donc, nous avons calculé ici les composantes. Donc, on a trouvé que la composante en X, c'était 31,57 et la composante en Y, 17,42. Mais on n'a pas trouvé la norme du vecteur ici. Et donc, pour la norme, ben, on voit très bien un peu le schéma ici. Ce que l'on doit faire, ben, c'est de travailler avec la relation, le théorème de Pythagore, qui va nous permettre de trouver donc la valeur de la norme, la grandeur de la force et non pas de ses composantes horizontales et verticales. Donc, ici, comment je vais faire ça? Je vais essayer de l'écrire de façon relativement correcte en termes de formalisme mathématique. Donc, la norme d'un vecteur, je vous rappelle qu'on l'indique avec une double barre, donc verticale. Donc, la norme du vecteur au carré est égale à la norme des composantes, FEQX plus FEQY, double barre ici, FEQY au carré. Et donc, si je calcule ces deux composantes-là au carré, donc 31,57 newtons à la 2 plus 17,42 newtons à la 2. Je vais vous faire fi des détails ici. Je pense que vous êtes tous capables de faire la suite des choses. Donc, on additionnerait les deux nombres au carré. On ferait la racine carrée pour trouver la valeur de la norme de la force équivalente. Et donc, si vous le faites correctement, vous devriez obtenir le résultat d'environ, là, moi, encore une fois, pardon, j'ai le nombre là, sans arrondir,
Donc, si vous arrondissez aucune donnée dans votre calcul, vous devriez obtenir là, aux alentours de 36,06 newtons environ, arrondi. Ça, ce serait la norme de la force équilibrante. Et par le fait même, parenthèse, vous avez trouvé aussi la norme de la force résultante. C'est la même norme, c'est la même grandeur. Donc, la combinaison, les deux premières forces se combinent pour un total de 36,06. Et c'est la même chose pour la troisième force. Qu'en est-il de l'orientation? Que je vous rappelle que pour trouver l'orientation, il existe une petite formule qui nous dit que l'orientation, c'est égal à la tangente moins 1 ou l'arc tangente de la composante y sur la composante x. Donc, dans le cas qui nous intéresse, la composante y qui est de 17,42 newtons, divisé par la composante x de 31,57 newtons. Et donc, pour calculer cette orientation, je fais le calcul. On se rappelle que dans un cas d'utilisation de cette formule-là, si la composante x est négative, on doit ajouter 180 degrés à la réponse. Ce n'est pas le cas ici. La composante x n'est pas négative. Donc, je n'ajouterai pas là, 180 degrés à la réponse. Je vais simplement prendre la réponse que le logiciel me donne ou que la calculatrice me donne. Donc, cette réponse serait aux alentours de 28,90 degrés. Voilà ici. Qui représente l'angle par rapport à l'axe des x positifs ici, donc 28,90. Et la norme de ce vecteur qui est de, on disait tantôt, 36,06 newtons. Si je voulais trouver la norme de la force totale, la force résultante, ben, il faudrait que j'additionne à mon résultat de 28 le 180 degrés, puisque cette force est opposée ici. Donc, j'ajouterais plus 180 degrés, ça me donnerait aux alentours de 208,90 degrés pour trouver l'orientation de la force résultante. Donc, voilà pour un premier exemple qui vous donne un peu là, la marche à suivre pour tout problème où vous avez plusieurs forces à additionner. Donc, cette procédure, cette recette s'applique que vous ayez 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 1000 forces à additionner. Ça ne change absolument rien. Ça serait juste plus long en termes mathématiques. Mais chose certaine, la recette s'applique de la même façon dans tous les cas. Donc, voilà pour un premier exemple. On va terminer avec un second exemple qui se retrouve à la page donc, 121, numéro 5, dans le cahier d'exercice. Et ce deuxième exemple est intéressant parce qu'il propose une situation qui est un peu particulière et pour laquelle on ne sera pas obligé d'utiliser la recette que je viens tout juste d'établir. Et je vais vous indiquer pourquoi dans quelques instants, et on va avoir une façon différente de faire ce problème-là qui va nous amener à la réponse beaucoup plus rapidement que si on tentait de décomposer les forces ici, horizontalement et verticalement. On en aurait pour beaucoup plus longtemps essayé de faire ça que de la méthode que je vous propose à l'instant. Donc voici le problème. Imaginons qu'on a un bloc suspendu à l'aide de deux câbles. La tension dans les câbles, donc la tension, c'est une façon de nommer la force qu'il y a dans un câble. Donc la tension qu'il y a dans les deux câbles, celui de gauche, c'est 89,2 newtons, et dans celui de droite, c'est 199,8 newtons. Et les câbles sont placés de façon asymétrique par rapport à deux murs verticaux, là. Donc, il y en a un qui fait un angle par rapport au mur de 50 degrés, l'autre de 20 degrés. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de connaître, sachant que tout ça est en équilibre, tout ça est immobile, de savoir donc quelle est la valeur donc, de la masse qui est suspendue ici. Donc, avant de se lancer dans ce calcul-là, ce qu'il faut remarquer dans ce problème-là, c'est que toutes les forces en jeu dans le problème ne sont pas en ce moment représentées. Effectivement, les deux forces sur les câbles le sont, mais il y a une troisième force qui est en jeu ici, qui n'est pas illustrée dans le dessin, et j'ai nommé la force de gravité qui agit sur le bloc. Donc, le bloc ici est attiré vers le sol avec une force de gravité. Et je vais prendre la peine de représenter cette force-là, que je ne connais pas pour autant, par contre. Et d'ailleurs, si on trouve la force de gravité, ben, on pourra par la suite, à l'aide de la formule Fg qui est égale à mg, on pourra trouver la valeur donc, de la masse du bloc. Maintenant, comment faire pour trouver cette force de gravité ici?
Donc, comme je l'indiquais il y a quelques instants, ce qu'on serait peut-être tenté de faire ici, c'est de commencer par décomposer nos forces en X et en Y, et là, faire des vecteurs comme ça ici, comme ça. Même chose ici pour la deuxième. Et là, on pourrait combiner ça avec la force de gravité, sachant que tout est à l'équilibre, puis on pourrait arriver à calculer les choses. Ce chemin-là est long. Et il nous demanderait là, de faire plusieurs calculs. Là. Il fonctionne, il faut bien comprendre, mais il y a un chemin plus efficace ici. Et le chemin plus efficace que je vous propose, il est dû au fait que nous avons en ce moment 3 forces en équilibre. Donc, la méthode que je m'apprête à vous proposer fonctionne lorsqu'on a une situation de 3 forces en équilibre. Je vais l'indiquer ici. 3 forces en équilibre. Et j'ai donc, pour faire un petit parallèle avec l'univers de Zelda, pour ceux qui connaissent, j'ai donc appelé ces problèmes-là, je les ai surnommés les problèmes de Triforce. Donc, Triforce, euh, puisqu'on a 3 forces en équilibre, donc comment est-ce qu'on peut gérer ce problème, le problème nommé Triforce? Eh bien, le truc va être le suivant. Au lieu de décomposer les forces, je vais représenter graphiquement l'addition des vecteurs. Et on l'a fait un peu plus tôt dans ce tutoriel, la représentation graphique des forces, d'une addition de forces. Pour ce faire, bien, il faut placer chacune des forces bout à bout et représenter ensuite la force résultante. Donc, je vais le faire ici. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'importance à l'ordre ici dans lequel je vais mettre les forces bout à bout. La seule chose qui est importante toujours, c'est de garder les orientations des forces relativement là, correctes. Là. Évidemment, je ne ferai pas mon schéma à l'échelle, mais je vais juste représenter, grosso modo, chacune des forces avec les angles et je vais les placer une à la suite de l'autre. Donc, pour ma part, je vais commencer avec la force F2, puisque ça semble être dans mon dessin la plus grande, là, bien que le dessin ne soit pas à l'échelle. Je vais tracer ici la force F2. Donc, on sait que la norme de la force F2 est de 198,8 newtons. La norme signifie en somme la longueur du vecteur, la grandeur de la flèche. On sait que par rapport à la verticale, cette force-là a un angle de 20 degrés. Ensuite, au bout de cette force-là, je vais aller positionner la force F1. Et là, donc, je devrais m'assurer que cette force-là fait un angle par rapport à la verticale de 50. L'autre chose, bien que mon schéma ne soit pas à l'échelle, je vais faire attention à la façon dont je vais illustrer cette force-là. Je vais la dessiner parce qu'il faut que l'extrémité de la flèche de la force F1 vienne s'aligner avec le point de départ ici de ma force F2. Là, pour l'instant, peut-être que ça ne vous dit pas trop, vous ne savez pas trop pourquoi on fait ça. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi je vais aller faire ça ici. Donc, je vais partir de l'extrémité de la flèche F2, de la pointe de la flèche F2. Je vais tracer à peu près, donc, ma force avec un angle par rapport à la verticale. Oh, est-ce que je peux revenir ici? Oh, je ne suis pas certain, je vais juste le redessiner. Donc, je redessine ici ma force par rapport à la verticale, un angle de 50 degrés, pardon. Cette force F1, pardon, a une norme de 89,2 newtons. Et donc, pourquoi est-ce que je suis venu l'aligner avec la première, avec l'extrémité de la première ici? C'est que la troisième force que je dois représenter, c'est la force de gravité ici. Et cette force de gravité, elle est verticale. Autrement dit, si la pointe de ma flèche F1 n'était pas alignée avec celle F2 verticalement, bien ensuite, je dessinerais une force de gravité qui serait mal alignée, qui ne serait pas parfaitement verticale, qui ne serait pas parfaitement perpendiculaire au sol. Et on sait que la gravité est toujours alignée, perpendiculaire au sol, parfaitement verticalement. Donc, de cette manière-là, je vais aller tracer ma troisième flèche verticalement et je vais venir fermer le triangle ici que je suis en train de tracer, comme ça. Donc, pardonnez-moi ici le manque peut-être de précision idéale. Et pourquoi je viens refermer le triangle?
Ben, c'est parce qu'on a dit que ces trois forces-là étaient en équilibre. Si elles sont en équilibre, c'est donc dire qu'elles s'annulent. C'est donc dire que la force résultante, le vecteur qui représente la force résultante, est de 0 newton. Dès lors, il n'y a pas de force résultante, il n'y a pas de force qu'on peut générer. C'est pour ça que ma force de gravité ou que la force de gravité ici est représentée donc vers le bas et vient fermer le triangle avec les deux autres forces. Parce qu'on n'a aucune résultante, le système est en équilibre. Et à chaque fois que vous aurez trois forces qui sont en équilibre, vous pouvez donc tracer ces trois forces bout à bout, les additionner graphiquement et de cette façon-là, former un triangle. Et pourquoi c'est intéressant de travailler comme ça? Ben là, vous peut-être comprenez ce qu'on vient de faire et ce qu'on s'apprête à faire. Ben, on a formé un triangle et dans ce triangle-là, ben, ça va être très facile pour nous ensuite de travailler à trouver les différentes forces en jeu parce que la géométrie des triangles, c'est très, très simple à travailler. Donc, par exemple, on a un angle à l'intérieur ici du triangle qui est de 50. On a un angle à l'extérieur qui est de 20, mais puisque c'est vertical ici et la force de gravité est verticale, bien, puisque c'est alterne-interne, je sais que l'angle ici est également de 20. Par ailleurs, le troisième angle intérieur de mon triangle ici, celui-là, ben, je peux faire la somme des angles intérieurs du triangle, donc qui doit donner 180 degrés. Donc 50 plus 20, ça fait 70. Qu'est-ce qui manque pour obtenir 180? Il manque donc 110 degrés. Et là maintenant, connaissant à l'intérieur du triangle les trois angles et deux des trois côtés, ben, il sera extrêmement facile de trouver le troisième. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va utiliser la loi des sinus. Et donc, je vais faire ici le calcul de la loi des sinus en disant que sinus de l'angle de 110 degrés sera égal au côté opposé, donc la norme de la force de gravité que je cherche. Et ça sera égal à sinus de 20 sur le côté opposé qui est de 89,2 newtons, ou encore sinus de 50 sur 199,8 newtons. Et donc, dans cette triple égalité, je ne suis pas obligé d'utiliser évidemment les trois parties. Je peux simplement me contenter d'utiliser la première avec la deuxième ou la première avec la troisième pour ultimement faire un produit croisé et trouver la valeur de la force de gravité. Donc, si je recherche ici la force de gravité, ben, je peux faire sinus de 110 fois donc 89,2 et ensuite diviser par sinus de 20 pour trouver la réponse. Et je vais le faire ici pour trouver la valeur de la force de gravité. Donc, allons-y. 110, donc le sinus de 110 fois 89,2, divisé ensuite par le sinus de 20. Et on obtient une réponse ici, donc de 245,07 newtons. Et donc, ça nous donne la grandeur de la force de gravité qui agit sur la masse. Et voyez qu'en un seul calcul, celui de la loi des sinus, j'ai trouvé la force, alors que si j'avais décomposé mes forces en X et en Y, j'en aurais eu pour plusieurs calculs à essayer de trouver ça. Donc, dernière étape, je conclus. Pour trouver la masse, parce que la force de gravité, ce n'est pas le résultat ultime de ce que l'on cherche. Donc, on va utiliser la formule qui unit la force de gravité, la masse et l'accélération gravitationnelle, Fg qui est égal à m fois g. Donc, Fg qui est 245,07 newtons, qui est égal à la masse que l'on cherche fois donc 9,8 newtons par kilo. Et je vais diviser de chaque côté par 9,8 newtons par kilo pour arriver à trouver donc la masse recherchée, la masse du bloc suspendu. Et cela devrait nous donner la valeur d'environ 25 kg. Et c'est ce que je recherchais ici comme masse de mon bloc. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur l'addition vectorielle des forces. On retient, premier principe, premier exemple,
l'addition vectorielle à l'aide des composantes. On retient le principe de force totale, force résultante et de force équilibrante. Et également, dans ce contexte précis, où on a trois forces en équilibre, on a un problème de triforce, eh bien, à ce moment-là, on peut utiliser l'addition graphique et la loi des sinus. Voilà, c'est la fin du tutoriel et on se revoit bientôt.